bonsoir, bienvenue dans la libre antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 2, et ce soir, on est avec Frédéric Delavier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Donc, grande soirée muscle, hein. Ah, c'était notre monsieur muscle le plus célèbre, hein, bien sûr. Alors bonjour évidemment à la régie, voilà, il y a Steph, il y a Lies, Napoléon, il y a évidemment tous les modératrolls connectés, Gaspard, Gaza, Nuit, La Révolte, Libertad, Ozzy, Papatroll, Sage, et tous les métanotes, hein, Tony, Cam, Daoudnas, Patriote, Pringles, Carac, Le Buraliste, Freeze, Taratata Chouette, Sergent Hammer, Jo Le Couac, Villera, Fange de Brie, etc., etc. Voilà, j'espère que les questions seront un peu mieux qu'hier, parce que ça ne volait pas très haut, hein, à la fin, ils étaient fatigués. Ce soir, on va essayer de les réveiller. Tu vas un peu les fouetter, oui, c'est ça. Il faut réveiller tout le monde. Parce que toi, Frédéric, beaucoup de métanotes te connaissent, hein, à travers tes vidéos. Puis tu as quand même une grande notoriété. Ah, il y a un problème de micro? Non, ça va? Ok. Donc, tu as une grande notoriété. Tu es quand même un des Français les plus connus, les plus reconnus, hein, en matière, alors, musculation, mais aussi, précisons, parce que toi, tu es un dessinateur, hein, aussi. T'es quand même... Ouais, j'ai une base de dessinateur. Je faisais du sport et puis je dessinais en même temps. Tu dessines en même temps, voilà. Tu as fait les Beaux-Arts en plus? Alors, j'ai fait les Beaux-Arts en éditeur libre, 9 ans. Alors, c'était les Beaux-Arts... à l'époque, c'était Jean-François Debord qui était excellent. Tu avais tout le monde, tous les mecs qui venaient, tous les gens qui venaient de Paris, tous les passionnés qui venaient étudier l'anatomie. Alors, tu avais en fin de compte très peu d'élèves des Beaux-Arts qui restaient là parce qu'eux, bon, ils veulent le diplôme, ils y vont une fois et puis après, ils vivent leur vie d'étudiant. Il y en a très peu qui font les cours. Puis dedans, on avait des, je sais pas, Douaneau ou je sais plus, je me souviens plus, je me souviens plus lequel, hein, de quartier, je me souviens plus. Je me souviens plus, on avait des photographes, on avait comment il s'appelle, le mec qui a fait le chat du rabbin, qui venait aussi, qui était passionné d'anatomie aussi. On avait tous les gens, et vraiment les cours étaient bons, et on avait tous les passionnés d'anatomie, morphologie qui venaient, et c'est là où j'ai rencontré mes autres profs, hein, comme Dominique Bastian, qui était le directeur du musée Orfila-Rouvière d'anatomie de Paris, à la faculté des Saints-Pères. Dans le 5e, il est mort maintenant, paix à son âme, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et avec lui, après, on était passionnés, puis on discutait, on allait boire des verres en sortant. Et puis, je faisais tous ces enseignements en fac de médecine, c'était devenu un ami. Et on faisait toutes les dissections ensemble. Alors, on commençait en cours, parce que j'allais à ces dissections. Parce que c'était un passionné de dessin, le mec, en plus de dissection, c'était un médecin anatomiste. Donc, il enseignait aux kinés, aux étudiants en médecine en première année. Donc, on venait, nous, il disséquait devant nous, et puis à la fin, quand les mecs partaient, on restait encore 1 heure à disséquer, à étudier, pour comprendre le corps humain. D'où la couleur de mes dessins qui se rapproche un peu des fois des corps morts et formolés. Mais bon, c'est ce que j'ai vu, c'est des souvenirs. Mais par contre, c'était très dur psychologiquement, parce que à suite de ça, j'ai quand même fait une dépression, mais c'est post-dissection. C'est-à-dire que quand tu fais plusieurs années de dissection, c'est quand même, au début, tu te protèges, mais en fin de compte, la vision de la mort n'est pas forcément... tu as tout le temps un prix à payer. Eh oui, en plus après ça vient après, quoi. Ça vient après, en général, ça vient après. C'était les mecs à la guerre, au combat, ils y sont, et puis c'est post-traumatique. On dit le corps humain est fait pour encaisser l'agression, et c'est après qu'il décompresse, parce que s'il commence à s'écrouler pendant l'agression, il est fini. Donc c'est après qu'il va décompresser. Donc ça, c'est particulier. Donc, d'ailleurs, je ne pense pas que la dissection est une activité anodine, parce que ça doit quand même bien travailler les mecs, vu qu'on voyait pas mal de profs de dissection qui allaient se biturer un peu à la bière à la fin de leurs heures, quoi. Ouais, d'accord. Mais ils aiment, c'est une passion, ils enseignent aux gens. Ouais. Et ils sauvent des vies aussi par leur enseignement. Ouais. Voilà. Alors toi, en plus, tu as fait, des livres qui parlent de ta méthode aussi, la méthode de Lavier. Il n'y a pas de méthode de Lavier, vraiment. C'est des livres qui expliquent un peu toutes les techniques pour ne pas se blesser et pour progresser. Il n'y a pas une méthode, parce qu'il y a plein de types morphologiques différents, plein d'individus différents, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a un cadre dans lequel on évolue, et puis dans ce cadre, on peut être plus ou moins à droite, à gauche, au milieu. Ça dépend de notre vie, de notre passé, de notre passé génétique, si vous voulez. Oui, parce que toi, justement, tu dis beaucoup que ça compte la morphologie, que même un champion, c'est morphologique, en fait. C'est en partie morphologique. Il y a culturel aussi, il y a le travail, même la volonté peut être en partie quelque chose d'inné, hein, c'est pas forcément acquis. Hein,
Donc la morphologie joue énormément dans le sport. Alors il n'y a pas que ça, hein. Je sais que Thuram me dit oui, mais moi j'ai pas réussi, mais c'est parce que je voulais ça. Mais c'est aussi parce qu'il avait certaines capacités de base, hein. Et on voit la morphologie des haltéros, c'est pas la morphologie des coureurs de fond. Et quand on dit si je veux, je peux, pas vraiment. Tu te regardes et tu regardes, il faut avoir une vision objective de ce qu'on est. Et après avoir une vision objective de ce que tu es, tu essayes de faire le maximum avec ce que tu as. Quoi. Tu vois, ça évite les problèmes, ça évite les accidents, ça évite la bêtise de vouloir se surpasser ou de faire comme le voisin alors que tu n'es pas fait comme lui. Et moi, en musculation, on dirait en sport en général, je peux dire que je suis le premier, et c'est pour ça que mon guide des mouvements de musculation a eu un impact mondial. Je suis le premier à avoir expliqué qu'il y avait différentes morphologies et que cet exercice n'était pas valable pour tel individu ou sous une autre amplitude, et que si on voulait faire comme truc, par exemple au coucher qui fait une amplitude complète, si on n'avait pas cette morphologie, on avait une morphologie différente. Si on voulait faire comme son voisin, on risquait un arrachement de biceps de pectoral, donc ça, le muscle, ce muscle-là. Donc j'ai expliqué ça sur beaucoup de mouvements. Bon, c'est passionnant parce qu'après tu étudies les différences. Différentes morphologiques, alors ne pas confondre, il n'y a pas de race, ça c'est vrai au début, on fait des classifications raciales parce que ça facilite pour les gens, hein, on est obligé de tout mettre dans des tiroirs, mais il n'y a pas vraiment de race différente, il y a juste des adaptations climatiques et des variations en fonction oui, d'ailleurs, c'est monter au sud et métissage. Voilà, exactement, tu expliques beaucoup on va dire, les différences ethniques par des adaptations climatiques, c'est-à-dire que le rapport en fait entre le physique, on va dire, de certaines ethnies ou de certaines populations, j'ai envie de dire même, qui sont géolocalisées, ça tient du climat justement, de plein de choses, de l'environnement culturel, et tout ça va conditionner le corps. Le corps, du climat, de la géographie, et c'est ça qui conditionne le corps et l'esprit. Et l'esprit, parce que ça ne va pas jusqu'au corps, la mentalité des subsahariens n'est pas la même que la mentalité d'un Européen, comme je dis tout le temps, hein. La dépression chez l'Africain, elle est plutôt rare, hein. Il n'y a pas de dépressif. Psychologie Magazine, ça n'existe pas en Afrique. Alors que l'Européen, l'Européen est un dépressif, hein. On prend du Prozac, on est angoissé, on prend de la bière, on boit pour oublier. C'est je bois, tu bois pourquoi? Pour oublier. L'Africain, il va plutôt... C'est en général, je parle tout le temps globalement, parce que je ne veux pas dire toi, tu es Africain, tu es comme ça. Chaque individu doit venir à nous comme un individu vierge qu'on va appréhender. Mais il y a des généralités dans les populations qui sont adaptées à des climats. Ce qui a fait et si une particularité se maintient dans un groupe de population, en général, c'est qu'elle a été positive au groupe. Tu vois, toute particularité qui est négative, elle va disparaître. Et ça à tout niveau, que ce soit au niveau particularité physique, comme particularité de façon de penser du groupe, hein. Comme jusque dans les religions, hein. Une religion qui interdirait tel machin et tel truc, si ça perdure dans le temps, c'est que ça a eu un apport positif pour le groupe. Tu vois. Ça paraît con, mais alors évidemment, après tout change, le monde change, mais c'est comme ça. Il n'y a rien qui ne dure, qui est négatif. Oui, parce que c'est pas là. C'est Dieu. Dieu est toujours positif, voilà. Dieu est toujours positif. Il veut le bien du groupe. Alors des fois, ça passe par pour l'individu, par la mort ou par l'échec, mais en général, tout le temps, c'est le bien du groupe. Et au niveau, parce que justement, au niveau des muscles et des morphologies, alors, il y a un grand, je ne sais pas justement si c'est un cliché ou pas, tu pourras nous le dire. Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'était que justement, les Africains avaient des muscles plus denses que les Européens, et c'est pour ça qu'on les retrouvait dans les sports de puissance, dans l'athlétisme, dans le foot, etc. Ils excellaient dans ces sports-là, et au contraire, ils étaient très mauvais là où il fallait plus des muscles légers, comme le vélo, la natation, les machins. C'est un peu différent. Après, on a plusieurs types. Alors, les Africains, c'est vaste de dire africain. Oui, c'est très vaste. C'est quand on voit un Camerounais ou un Sénégalais, c'est déjà différent. Et quand on voit un Éthiopien des hauts plateaux, on est encore sur un autre type morphologique. Mais il y a un type global attaché quand même à une vie, on va dire, équatoriale. Donc, équatoriale, alors plus ou moins chaud. En général, c'est chaud, il y a moins d'hiver. Bien qu'il y ait des saisons relativement froides en Éthiopie, parce que c'est des hauts plateaux, il fait froid quand même, hein. Mais d'ailleurs, j'ai un ami éthiopien qui m'envoie tout le temps des explications là-dessus. Il est en Angleterre, là, s'il m'écoute, je lui dis bonjour, salut, qui m'envoie ça. Donc on retrouve quand même des différences. Et effectivement,
On retrouve plus les Africains dans les sports dans le sprint, par exemple. Voilà, le sprint, l'athlétisme. L'athlétisme, Voilà. alors pas tous les sports d'athlétisme. Alors, pas tous les sports d'athlétisme. Dans les lancers, on en trouve, mais c'est déjà un peu moins. Un peu moins. En tout cas, dans le sprint, c'est évident. Le sprint, alors là, le sprint, ils excellent en général. Alors, il y a quelques Japonais qui commencent à arriver, alors je peux vous l'expliquer après, qui sont très, très, très puissants, mais qui vont vite être limités. Donc, on les voit en junior, et puis on les voit rarement perdurer dans tous ces sports, dans l'athlétisme. Mais alors là, c'est particulier pour les Africains, parce que l'Africain, on va dire que c'est l'état originel d'adaptation de l'homme. L'homme est un animal. Est un être. Moi, j'ai dit que l'homme, c'est l'homme. Et l'homme est à l'image de Dieu par le fait de pouvoir dire je suis. Tu vois, c'est sur le. C'est ça, c'est le mont Sinaï, c'est Moshe Rabbeinu, qui avait vu Dieu. Et quand il a demandé qui es-tu, il a dit je suis celui qui est. Et voilà. Et celui qui est. Et l'homme est à l'image de Dieu parce que il est celui qui est capable de dire aussi je suis celui qui est. Il n'y a pas d'animaux qui sont capables de le dire. Donc c'est en cela que l'homme est à l'image de Dieu. Donc où j'en étais donc. Les Africains ont une morphologie, je pars comme ça. Les Africains ont vraiment une morphologie adaptée à un climat équatorial, donc relativement chaud en général, donc chaud. Donc ils ont une espèce d'optimisation de leur performance par restitution d'énergie lors des déplacements, parce que la nature est économe, on ne va pas s'amuser à faire que de la contraction musculaire positive, ça consomme beaucoup d'énergie pour pouvoir se déplacer. Donc en général, tu te déplaces, tu pars en avant, tu tombes, c'est la marche pour tout animal, tu tombes, et en tombant, tu vas récupérer de l'énergie dans les fibres élastiques, les fibres tendineuses, les fibres élastiques des muscles, les fibres tendineuses qui vont, comme un élastique, restituer ça. C'est au cœur des molécules qui vont récupérer l'énergie de la chute dans leur étirement, qui vont le restituer. Donc ça va économiser l'énergie parce que il n'y a pas de supermarché partout, l'énergie, ça vaut, tout est calorique. Donc la nature est économe en général. Donc l'Africain, lui, il est essentiellement en restitution d'énergie. Bon, il est en contraction musculaire, mais aussi en restitution d'énergie. C'est pour ça qu'on les voit en général avec beaucoup de tendons. Ils ont les muscles courts, c'est le mollet court de l'Africain en haut, le pied plat, alors pied plat pas pathologique, et puis des grandes jambes. En général, ils ont des grandes jambes. Tout ça, ce sont aussi des adaptations à des climats chauds. Donc, on allonge, le corps est allongé pour avoir un maximum de peau, de peau, et pour un minimum de surface intérieure. Tu vois, alors qu'au nord, les membres se raccourcissent pour conserver l'énergie. Donc, un minimum de peau, la calorie, pour un maximum de surface interne, pour éviter les déperditions de chaleur. Tu vois, l'homéostasie calorique, éviter par agitation moléculaire, de transmettre. Il y a la loi qui fait que tout a tendance à s'égaliser. Donc tu prends la température, on prend une température moyenne. Donc l'Africain, lui, il est plutôt en maximum de peau, grand membre pour pouvoir, beaucoup de peau pour pouvoir thermoréguler. Ça, c'était l'adaptation climatique première de l'homme. Je peux en parler après pour l'évolution. Et il va compenser ces grandes oscillations quand il marche. Alors, on voit, tac, 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 il marche, tu vois. Et alors, il a des grands pas. En général, il a des jambes plus grandes par rapport à sa taille. C'est tout ça, c'est en rapport. Il a des jambes plus grandes par rapport à sa taille. Un petit Africain aura quand même des jambes en général plus grandes. En général, les Camerounais en forêt, c'est pas ça, tu vois. Mais on se retrouve comme ça. Et donc, grandes jambes, muscles courts et tendineux pour récupérer l'énergie, tu vois. Et il va compenser ces grandes oscillations au sol, parce qu'il n'aura pas beaucoup d'attaques au sol puissantes, il va compenser par un fessier puissant, un gros fessier. Donc, tu sais, c'est le truc typique de l'Africain. On dit l'Africain le cul bombé, l'Africain est cambré. Alors non, l'Africain, il n'est pas cambré, parce que si tu avais une cambrure excessive, tu aurais des glissements vertébraux. Tu vois, la vertèbre, elle passerait comme ça, la colonne vertébrale, la vertèbre glisserait sur le sacrum, tu vois, les vertèbres lombaires, et derrière, tu as la moelle épinière qui passe, et tu te ferais sectionner ou compresser la moelle épinière, ce qui est absolument pas bon. En vérité, le truc de l'Africain, c'est quand on regarde bien les chutes de reins des Africaines, c'est très particulier. Donc, l'Européenne est plus en largeur, tu vois, l'Européen, parce qu'il est européenne, parce qu'on regarde les culs des femmes, nous les hommes. Et l'Africain, il est plus compressé latéralement et les fesses plus projetées en arrière. Donc en vérité, c'est l'os iliaque et le sacrum qui est projeté en arrière pour attacher un fessier plus vers l'arrière, bombé et plus musclé, pour compenser justement ce grand membre qui est un membre pour permettre une espèce de thermorégulation du corps, tu vois. Donc du coup, quand ils se mettent à courir, ils sont beaucoup plus efficaces parce que proportionnellement, ils font de plus grandes enjambées,
Tu vois, il court, donc c'est Usain Bolt, il est hyper grand avec une morphologie d'Africain. Donc c'est sûr que le démarrage ça va être plus dur, mais quand il a passé les. Je sais pas, je ne suis pas spécialiste du sprint, mais quand il a passé sûrement les 10, 15 mètres, 20, 30 mètres, il se trouve, c'est une bombe qui n'est pas rattrapable parce qu'il a des grandes jambes avec un cul énorme. Tu vois, et donc il fait des oscillations avec un fessier hyper puissant, il ramène ça, tac, 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 tac. Un Européen, il a des jambes plus courtes, il va être obligé de ramer comme les bassets, tu vois, le petit basset qui marche à côté de sa maîtresse, ou tu vois, le Yorkshire, ou le Chihuahua, il est là pour arriver au même niveau, il marche à la même vitesse, mais donc ça, c'est une convention. Donc on les retrouve, alors avec en plus une tonicité musculaire plus importante. Que l'Européen, c'est un muscle un peu plus tendu que l'Européen, adapté au climat chaud. Hein. Il a la tension optimum pour un climat chaud. Tu vois, alors que l'Européen, lui, c'est une adaptation au froid. Donc, alors tiens, ils avaient fait de très bonnes études chez les, je crois que les Américains, les Anglais, d'ailleurs, les mecs me les ont envoyés à chaque fois parce que moi, j'ai plein de mecs qui me les envoient sur le psoas qui remonte la jambe, tu vois, qui remonte la jambe, et on s'était aperçu que, alors c'est pas Usain Bolt, il l'avait fait, mais c'était un autre, je me souviens plus. Et ils avaient comparé un sprinter japonais, un sprinter africain, ils s'aperçaient que le psoas était beaucoup plus large chez l'Africain. Le psoas, c'est quoi? Alors le psoas, c'est un muscle qui remonte la cuisse comme ça. Alors on ne le voit pas, c'est un muscle profond, il s'accroche sur le fémur à cet endroit-là, je ne sais pas si on le voit, tu vois. Et il vient s'accrocher derrière, il passe sur, il passe sur l'os du bassin, et puis il va s'accrocher une partie sur l'os du bassin, et puis une autre partie un peu sur les vertèbres lombaires. Il dit qu'il cambre un peu le dos. Et c'est un muscle qui n'est pas visible, il est en profondeur. Mais chez les Africains, alors en général, mais chez les sprinters africains, donc ça doit être la même chose chez tous les Africains, parce que comme ils ont des grandes jambes, la nature va s'adapter, comme ils font des grandes oscillations, s'ils ont un gros fessier, derrière, le fessier, il tire la jambe en arrière, t'imagines bien que pour ramener la jambe, il doit avoir le même développement de muscle pour compenser. Donc on se trouve avec les Africains avec un gros psoas que tu ne vois pas à l'intérieur, tu vois, un gros psoas. Ce que les Européens, même les Asiatiques, alors ils avaient pris des Asiatiques et ils avaient regardé sur les radios, mais regardez, c'est pas possible, en imagerie médicale, alors, je ne pense pas que c'était des REM, comment on appelle ça, des rayons X, mais je me souviens plus ce que c'était. Et oh putain, regardez, ils ont des énormes psoas, il a un énorme psoas, c'était pas Usain Bolt, c'en était un autre, et puis après j'ai vu que je crois qu'ils l'ont fait sur le bol, mais j'en suis pas sûr. C'est normal, il remonte la cuisse, et il a de grandes jambes, il est obligé de compenser. Alors, très gros, en plus, donc, tu vois, donc ce sont des sprinteurs puissants, tu vois, avec une morphologie, mais tout ça vient de l'adaptation climatique au chaud. Au chaud, d'accord. Tu vois. Parce qu'il y a la même chose aussi, tu sais, avec les fameuses épreuves souvent de marathon, c'est tout le temps des Éthiopiens ou des Kenyans, et qui ont une morphologie bien particulière, ils sont comme ça. Alors déjà, ils ont une morphologie d'Africains avec des grandes jambes, proportionnellement à leur taille, donc proportionnellement à leur taille, ils font des plus grands, ils font des plus grands pas, tu vois, parce qu'un Européen va faire de plus petits pas en comparaison. Et en plus, ce sont des zones à calories relativement limitées. Et tu t'aperçois que la qualité musculaire, alors ça c'était des Africains qui m'avaient envoyé ça, parce que moi j'ai entre guillemets un fan club, mais c'est pas des abrutis, c'est un fan club, c'est plutôt des amis qui sont sur internet, et beaucoup d'Africains qui me suivent aussi, et qui me ramènent des études sur les Africains. Puis alors j'avais toutes les études qui m'avaient envoyé un Africain, je me souviens un peu qui c'était très intéressant. Et on s'aperçoit que les muscles des Africains de l'Est, par rapport aux muscles des Africains de l'Ouest, les Côte d'Ivoire, Sénégal, tout ça, des grands gaillards costauds, ils marchent un peu plus au gras et moins ils sont gras sucre, tu vois, en combustible, sont plus adaptés, leurs fibres, alors que les fibres, alors moi je ne suis pas un spécialiste, c'est pas ma passion ça, mais alors que les Africains de l'Ouest, en général, subsahariens, ils marchent plus en sucre-sucre. Donc, et alors ça c'est simple, c'est parce que à l'Est, il y a plus de carence, de carence. On est en milieu à calories limitées, c'est moins riche. C'est plus aride. C'est plus aride, voilà. Ouais. Donc on se retrouve avec des mecs qui ont dû subir des fois des disettes, des fois des pénuries alimentaires, et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui accumulaient un peu de gras. Alors, pas extérieurement, ça ne se voit pas, mais il est fort à parier qu'au niveau viscéral, il y a du gras, parce qu'évidemment, un noir en Afrique, s'il se couvre de gras sur le corps, ça lui fait un manteau de gras, il va monter en surchauffe en cas de canicule. Hein. Et il fait souvent chaud. Il fait souvent chaud, c'est pas bon. Voilà, et c'est pas bon, et tu risques de faire destruction de tissu et puis mort, quoi. Donc on se retrouve avec des mecs qui ont peut-être tendance à avoir un peu de gras, pas énormément, mais un peu de gras en interne, et à jouer sur sucre gras, donc à pouvoir stocker, donc courir plus longtemps. Tu vois, parce que tu stockes du gras et de la réserve.
tu vois. Alors, c'est pas les mêmes raisons, mais alors. Donc, ils sont légers, donc ça fait des mecs. Parce qu'ils dominent, pareil, cette discipline. Il y a Ah oui, toujours un Kenyan à la quelques, fin ou quelques un petits Éthiopien, berbères, quoi. voilà, t'as quelques petits berbères. Alors, il y a des petits berbères qui arrivent. Des petits Les berbères Marocains bien aussi, on les secs, salue, qui c'est sont vrai, aussi ça. en calories limitées. Alors, D'ailleurs, ça se ressent un peu, parce que c'est un peu aussi le côté désert, c'est quoi? Parce que c'est souvent oui, c'est côté chaud et calories limitées qui fait que, si tu veux, il y a beaucoup, il y a à manger au Maroc, en Algérie, c'est vert, des oranges, mais ils sont coincés quand même entre le désert et la mer Méditerranée. Ouais, ouais. Donc quand vous regardez sur Google Earth, vous apercevez que c'est vert, mais c'est pas vert sur beaucoup. Donc le territoire a une grande valeur, on peut pas être en surnombre, et il fait quand même relativement chaud. Donc il y a dû avoir souvent, un moment quand la population monte trop, il n'y a pas possibilité d'importer du nord, c'est la mer, et d'importer du sud, c'est le désert. Alors qu'en Europe, il y a tout le temps moyen d'échange, tu vois. Nous, on lutte contre l'hiver, moi, parce que moi je suis blanc, bon. Je suis blanc, c'est pas une supériorité, une infériorité, parce qu'on est obligé de lutter contre les gens qui veulent égaliser tout le monde et tous pareils. Mais on n'est pas tous pareils, on est différents, et c'est ça qui est bien. Et dire qu'on est tous pareils, c'est un blasphème, tu vois. On est différents, et merci mon Dieu, tu vois. Et donc, ils sont aussi, donc eux, en général, ils sont résistants, et puis ils ont sûrement ils doivent stocker un peu. Ben, d'ailleurs, tu vois que les jeunes femmes berbères, en général, tu les vois, elles stockent souvent sur les hanches, hein, les maghrébines, la hanche, la belle hanche, alors que l'africaine, c'est uniquement sur la fesse. Sur les fesses, oui. Tu vois, c'est un peu différent. C'est ça que c'est incroyable, ça c'est la nature qui fait Ben, ça. ouais. Ça, c'est pareil, c'est le manteau de gras que tu peux pas avoir, que tu peux pas avoir sur tout le corps, donc tu es obligé de stocker en localisé. Hein, tu vois, donc en général, plus près du centre de gravité, parce que tu stockerais du gras dans les bras ou dans le bas des membres ou dans le milieu, ça gêne. La nature est économe toujours, on est dans l'économie d'énergie, donc on stocke au plus proche du centre de gravité. Puis comme les femmes à un moment doivent manger pour deux, et elles doivent stocker pour deux aussi. Oui. Donc celles qui ont survécu, c'est celles qui avaient du gras sur les fesses et les hanches. Tu vois. Alors sur les hanches au Maroc, en Algérie, tout ça, c'est la danseuse un peu sur le ventre, tu vois, mais un peu moins là-haut, alors que l'européenne, tu sais, la sibérienne, c'est le manteau de gras. C'est la belle sibérienne avec la peau là, elle n'a pas ses fesses et ses hanches orientales ou africaines. Oui, c'est parce qu'il faut qu'elle se protège, c'est ça. Et voilà, il faut qu'elle se protège du froid. Tu vois, et alors que chez la maghrébine, ça va plus se mettre sur la hanche. Ça, c'est des généralités. Il y a des maghrébines toutes sèches, tu trouves de tout. Tu trouves même chez le maghrébin, en général, il y a beaucoup de maghrébins, de mecs, ils ont du gras un peu sur les hanches, les mecs aussi. Ouais. Preuve qu'il y a eu souvent des problèmes de caloriques, donc stockage de gras, et on se retrouve avec stockage de gras sur les hanches. Tu vois, dans les vestiaires, tu vois souvent parce qu'en France, c'est un pays qui a un passé colonial, donc il y a eu des gens, on a exploité les colonies. Puis les mecs, ils sont venus quand il y a des problèmes, ils reviennent en haut parce qu'ils ont la langue, et bon, les gens vont chercher la calorie où elle est, tu vois. En vérité, il n'y a ni méchant ni gentil, il y a des gens qui vont chercher de la calorie, et quand ils n'en ont pas, et puis on va la chercher où on peut. Donc, on les prend pour les utiliser comme des esclaves. Bon, ça arrive, hein, quand les esclaves du pays font la grève. Tu vois, bon, c'est ce qui arrive. Et c'est toujours des castes qui veulent la calorie, c'est tout dans la lutte calorique. Hein. On devrait sortir de ça. Donc eux, on voit chez les maghrébins des mecs qui ont du gras encore sur les hanches, c'est assez marrant à voir. Non, c'est marrant pas pour eux, ils sont pas contents. Mais bon. Donc on voit ça. Puis chez les Africains, en général, le mec est sec, hein, parce qu'il fait très chaud. Puis la nana, elle prend sur les fesses. Elle prend sur les fesses. Elle prend sur les fesses parce qu'elle ne veut pas prendre partout. Hein. C'est pour ça qu'on voit les nanas, on voit les danses. Ben justement, j'avais un Africain qui m'avait envoyé ça, je crois, qui m'avait envoyé des danses africaines. Et on voit les filles qui bougent les fesses comme ça. La danse du ventilateur, en plus, oui, c'est très. Voilà, et c'est marrant parce que les danses maghrébines, c'est plutôt du ventre. Ah oui, en vérité, si on monte sa localisation graisseuse pour montrer qu'on est une bonne génitrice. Tu vois. Tout est les cultures, tout est lié sur la survie de l'espèce. Et puis après, la relation à l'autre. Parce que le but de la vie, c'est de ne plus être seul et d'avoir une relation à l'autre avant de mourir. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Et alors, tu vois ça chez les Africaines qui, en vérité, ont une danse en montrant. Qui en vérité, rien d'obscène. Tu vois, elles dansent. À l'avant, elles dansaient nues, hein, parce que le textile, c'est arrivé récemment. Hein. En Afrique, avant le textile, ça vient du Nord, quand c'est des sociétés technologiques. En Afrique, tu n'as pas besoin d'être technologique, vu que la nature te donne déjà tout pour survivre. Hein, mais elle te tue aussi, puisqu'il y a beaucoup de bactéries. On est en Équateur, c'est là où il y a le plus de photons qui arrivent, d'énergie qui vient du ciel. Donc une nature très abondante, et qui dit une nature très abondante, une lutte de la nature entre elles pour survivre.
Et on voit les Africaines, hein, surtout les Africaines, qui montrent justement dans ces danses culturelles où elles bougent leurs fesses, comme ça, elles montrent leur popotin, hein, popo parce que en Hongrie on dit le popo, et elles montrent ça pour montrer en fin de compte qu'elles sont de bonnes mères, tu vois, qu'elles vont être de bonnes génitrices, elles n'ont pas conscience. Et l'homme qui voit des belles fesses comme ça, pour lui une belle fesse en vérité c'est une fesse d'une bonne reproductrice, hein. C'est la base. Donc on voit les Africaines qui montent leurs fesses avec leur popotin. C'est pour ça qu'on voit des fois, tu vois, ça reprend un peu dans les danses à la mode qu'on voit aux États-Unis, tu sais, je sais plus, on voit des nanas qui bougent les fesses par terre. Le booty shake, là, je sais pas. Booty shake, alors ça paraît complètement vulgaire, mais en vérité, ça vient directement d'Afrique quand tu vois les danses africaines. Mais pas toutes les régions d'Afrique. Mais tu vois, je crois que j'étais en Côte d'Ivoire, c'est un mec qui me l'a envoyé ça. Et en vérité, il n'y a aucune vulgarité là-dedans et ça a été repris chez les rappeurs, les trucs machin, et puis par les blanches aussi qui le font pas mal aussi des fois. Mais en vérité, c'est des trucs pour montrer la localisation graisseuse africaine. Et c'est pas du tout un truc de gangster, de rap, comment on appelle ça, un gangsta, je sais pas quoi. Ouais, gangsta rap. Un gangsta rap avec les nanas comme ça. En vérité, ça vient d'Afrique. C'est un truc qui était là pour montrer dans ce combat pour vivre, pour que l'espèce dure. Les femmes montraient leur féminité. Ouais, d'accord, et les autres, c'est pareil, c'est du côté du ventre. Du côté du ventre, danse la du hanche, ventre. et on montre qu'on est une bonne. Ouais, voilà, ça fait partie aussi, parce que c'est un peu érotico quand même, sexuel, la danse du ventre. Ah oui, mais c'est ça qui fait que le monde continue, tu vois. Donc c'est marrant. Hein. Alors que l'Européen, caché sous ses habits parce qu'il fait froid, il va faire des danses traditionnelles en tac, 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 tu sais, la valse, des trucs comme ça, on danse, et puis on va montrer sa caste aussi, parce que c'est très différent comme structure, l'Europe, hein, puisqu'il y a le froid. Mais le French Cancan, c'est pas un peu justement, non? Ouais, je connais pas trop, mais oui, c'est un petit brin, justement, dans cet esprit-là, on monte ses jambes. Oui. Je suis une bonne reproductrice. Il y avait le corset, hein. Le corset c'était pour montrer la taille fine et la hanche marquée. La taille fine et la hanche marquée, montant que tu es une femme, un homme il n'a pas la hanche marquée. Les hommes ils regardent pas les gros, ils regardent essentiellement la forme, c'est-à-dire inconsciemment on regarde la forme de la hanche chez la femme et la forme de la fesse. C'est ça qui nous attire, nous, les mâles. Les mâles donc tu sais, le corset à l'époque qui montrait le... Oui, inconsciemment, parce que toi d'ailleurs tu dis... il faut être honnête, les femmes, on ne s'intéresse qu'à leur intellect qu'en deuxième position. Bah oui, c'est pas la première chose qu'on regarde. En tant qu'homme, moi aussi. Ah oui, mais moi après je me fais taper sur les doigts quand je dis des trucs comme ça à l'antenne, tu vois. Après j'ai toutes les femmes qui me tombent dessus. Oui, mais de la vie, c'est un macho. Pas du tout. Mais non, mais le monde change en plus. Maintenant, il y a les femmes qui gueulent. Maintenant, la femme peut être quasiment indépendante grâce aux aides sociales, grâce aux crèches d'État, grâce à l'État qui prend en compte les femmes. Donc l'homme arrive pour elle arrive facultativement dans un second temps, tu vois. Elle peut être une génitrice, c'est Goldman, elle a fait un bébé toute seule, tu vois. Ah bah oui, elle a fait un bébé toute seule. Oui, mais c'est pas con sa chanson, si elle a marché, c'est que c'était vrai, tu vois. Et parce que maintenant, c'est vrai que les femmes peuvent dire, tu me fais chier, je pars avec mon gosse et tu me files la pension. D'ailleurs, les lois sont là à la base pour protéger la femme. Le problème, c'est qu'un petit peut bien, dans un monde complexe, hyper socialisé, c'est un monde à une complexité sociale énorme, on est l'animal social le plus complexe, hein. Il a besoin de son papa et de sa maman, hein, et on ne sait pas ce que ça donnera des petits dans des familles éclatées, tu vois. Alors surtout s'il a une famille éclatée peut-être, mais si la maman retire la garde, prend le petit, il est méchant, il me tape, il y a tout le temps la femme qui se fait passer pour la victime. Les hommes ont aussi des défauts, hein. Les hommes des fois abandonnent leurs enfants lâchement, il n'y en a pas un qui est là, qui est mieux que l'autre, hein. Mais c'est vrai que dans un monde comme ça, la femme a beaucoup plus de moyens de pression, elle n'a pas toute la structure sociale comme avant qui l'empêchait de partir quand elle voulait, hein. Alors qu'est-ce qui est le mieux? On est en rééquilibration, c'est un rééquilibrage, tu vois. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc c'est tout dans la voie du milieu, mais c'est vrai qu'en ce moment on est en changement. Parce que aussi le changement il se fait, tu vois, parce que justement c'est marrant, tu parlais tu vois, de ce rapport de séduction. Aujourd'hui les femmes elles sont justement, j'ai envie de dire, dans un rapport aussi, dans cette domination, cette égalité qu'elles demandent, est-ce que ça se transforme pas justement en une domination? Est-ce qu'elles ne veulent pas aussi des fois la domination? Un peu, des fois, alors pas toutes, mais certaines veulent, certaines prennent ça comme une vengeance, tu vois, une vengeance de centaines d'années, voire pour elles de milliers d'années d'esclavage de la part de l'homme. Ce qui n'était pas à la base un esclavage réel, parce que quand je dis tout le temps, si un comportement a duré, c'est qu'il était positif pour l'espèce. Autrement, il n'aurait pas duré. Quand un comportement change, c'est qu'il y a un changement du milieu qui fait qu'il change. Et il y a réadaptation. Alors, on est en période de réadaptation. Mais c'est vrai qu'on a chez les femmes qui n'ont pas encore une ouverture de conscience,
et qui n'ont pas encore pris conscience de leur animalité, c'est-à-dire, comme pour l'homme, prendre conscience de son animalité pour pouvoir s'en extraire et la maîtriser, je dis tout le temps ça, ben, on a des fois une espèce de vengeance, vous nous avez exploités, maintenant on veut l'égalité, alors qu'on ne peut pas effacer comme ça des milliers, des centaines de milliers d'années d'adaptation. C'est dire, ok, vous avez raison, mais allons-y en douceur, tu vois, allons-y en douceur, parce qu'il y en a plein qui vont payer les pots cassés, quoi, tu vois, ça va être... Donc effectivement, on voit souvent les fémènes, tu vois, qui sont souvent hystériques. Ça c'est voilà, là on est dans l'archétype même de ce dont on parle. Ils montrent les seins, alors on les voit qui sont, alors là, la plupart, alors il y en a sûrement qui partent d'un bon sentiment, et puis il y en a d'autres, c'est de l'exhibitionnisme, il y en a qui montrent leurs seins. J'ai vu sur leur couve de leur, comment dire, de leur site internet, t'as des couilles arrachées dans une main, une faucille dans l'autre, s'extrémisme. C'est un peu stupide. Alors moi souvent je regarde les femmes, parce qu'il y en a qui se montrent toutes nues, le sexe rasé, alors je trouve ça assez excitant, alors je les regarde. C'est pas l'effet escompté, c'est pas l'effet qu'elles voulaient, mais bon, ça part sûrement d'un bon sentiment. C'est vrai qu'il faut arranger ça, mais elles n'ont pas pris conscience de tout notre passé, tu vois. Il faut revenir là-dessus. Les hommes ne sont pas des femmes, les femmes ne sont pas des hommes. Il va y avoir certaines... On va pouvoir à peu près moduler un peu ça, il va y avoir peut-être une ressemblance, des hommes un peu féminins, des femmes un peu masculines, ça peut arriver, moi je m'en fous. Moi j'aurais tendance à être un peu masculin, un peu plus, mais encore que, ça dépend des côtés. Mais bon, faut rééquilibrer tout ça, et puis c'est pas... L'homme n'est pas une femme. Donc toi déjà, t'es anti-théorie du genre. C'est complètement débile. C'est absolument débile. Il faut laisser les petits-enfants exprimer ce qu'ils sont réellement, des hommes ou des femmes, quoi. Parce que là, ça va les... Là, c'est un peu comme on les invite un peu à choisir un sexe, un sexe, en fait, un genre. En tout cas, on leur dit, tu choisis, si tu veux être un garçon, t'es un garçon. Ça va donner quelque chose de... Enfin, je sais pas, qui va perturber. On en revient un peu, on s'est aperçu qu'on a fait un excès, là, c'était un excès, tout le monde est pareil. On n'est pas pareil. On voit bien, par exemple, que rien que pour s'occuper des petits, des bébés. Alors on dit oui, un homme peut très bien s'occuper comme une femme d'un enfant. Sauf que l'homme, il est beaucoup moins résistant au stress permanent qu'une femme. Taux de testo plus élevé, il va monter plus vite. Un bébé, ça demande une attention permanente. C'est quelque chose que l'homme a du mal. L'homme, il est capable, l'homme, il n'est pas capable, il n'est pas qu'il n'est pas capable, mais souvent, il est incapable de faire ça, ou avec beaucoup de difficultés. Mais pas tous les hommes, bien sûr, hein. Et toutes les femmes ne sont pas capables de subir un stress permanent. Mais la femme, elle est quand même, à la base, programmée pour s'occuper d'un petit et de veiller en permanence, se réveiller la nuit. Tu vois, il y a les cycles du sommeil, les cycles, comment ça s'appelle, les cycles du sommeil, c'est on se réveille, il y a des cycles, comment ça s'appelle ça, les sommeil paradoxal, alors je ne me souviens plus, mais les spécialistes, non, mais je sais que c'est tous les 3 heures. Et ça doit correspondre à peu près, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, au rythme de nourrissage du petit. Tu vois, tu te réveilles, hop, tu nourris, parce qu'on ne fait pas que le nourrir, on l'hydrate aussi. Tu vois, parce qu'on oublie, je donne le biberon, je donne à manger, je donne à boire, en vérité, une hydratation du petit estomac, du petit système nerveux qui est en développement. Donc la maman, elle est là en permanence, elle est capable de subir un stress permanent, alors que l'homme, lui, il fait ça, il est épuisé, il meurt. C'est-à-dire tu détruis son système nerveux, il peut faire, s'il est faible, des problèmes cardiaques, des problèmes nerveux. Donc il y a bien des prédispositions physiologiques différentes. Oui, non, parce que les tenants de la théorie du genre veulent nier ça. C'est la stupidité. Ils expliquent que cette partie biologique, elle n'existe pas. Il n'y a pas de différence biologique. C'est de là. Oui, mais ça, ils font alors ça. c'est pour ça que je te pose la question. Ils font ça pour passer à la télévision, pour avoir ou pour se faire élire, ou pour avoir avec eux quelques femmes un peu aigries du fait d'avoir eu l'impression d'avoir été dominées. Ce qui est vrai un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de domination de la femme, mais qui était... attention, je ne dis pas que c'est bien, je dis que tout ce qui dure et qui perdure dans la nature est positif pour le groupe, pas pour forcément l'individu. Donc c'était un truc qui a duré. Puis la femme, les femmes sont plus adaptées à un stress permanent. Tu vois, un homme caissier de supermarché, très dur, il y en a, on en trouve. Hein. On peut trouver Kevin au supermarché, un peu efféminé, alors pas tous, il y en a qui font ça, qui est capable de toute la journée avoir les mecs taper, taper, tu vois. C'est un boulot qui est dur. Tu sais, c'est les femmes qui tricotent pendant des heures. Ouais, exactement. Tu vois, c'est les femmes capables de faire de la couture. Tu sais, la couture, ça demande une attention permanente, mais pas forcément une grande concentration, mais une attention permanente, tu vois. C'est très particulier.
Et les femmes, tu vois, dans les alors, je dis caissières, c'est l'excès, tu vois, c'est pas, il faut pas dire que les caissières sont des connes, c'est dégueulasse de dire ça, mais c'est un boulot qui est dur et qui demande quand même un stress permanent. Parce que l'homme a du mal à subir l'homme, tu vois, il est pompier, tu vois, par exemple. Il dort dans la caserne, et puis la sonnerie arrive, et paf, on part à l'attaque, l'adrénaline monte, on va sur le terrain agir avec plein d'adrénaline, et super efficace. La femme, elle aura beaucoup plus de mal, tu vois. C'est pareil, tu vois, par exemple, en cas d'agression, en cas de gros problèmes, on s'aperçoit, par exemple, un groupe se fait attaquer, tu vois, c'est la guerre. L'ennemi arrive. Bah, il y a trois trucs qu'on voit apparaître, trois réactions typiques. Et on voit trois réactions typiques qui sont innées, hein, pas acquises, hein, qui ne sont pas culturelles. C'est la sidération. Hop, tu bloques, tu as l'ennemi qui arrive, tu bloques. Tu ne peux plus bouger. C'est souvent la femme. Ah oui, la femme avec son petit, elle bloque, on ne la voit pas, l'ennemi ne pourra pas l'attaquer, tu vois. C'est le prédateur arrive, c'est des centaines de milliers d'années d'adaptation. Tu as la fuite. La fuite, c'est la deuxième solution. En général, c'est les hommes et les femmes. On est plus dans les hommes et les femmes. Et tu as l'attaque. Ben, l'attaque, en général, c'est les hommes. Alors, ce n'est pas que culturel, c'est aussi inné, tu vois. Et pourquoi? Parce que la femme n'a pas forcément la possibilité d'attaquer. Ce n'était pas son rôle. Elle, c'était la protection du petit avec le petit. Et l'homme partait devant attaquer, tu vois. Parce qu'on est passé quand on a eu la bipédie, on a eu vraiment une structure sociale qui a changé de nos ancêtres de forêt. Donc, je peux en parler après, mais bon... Tu vois, donc l'homme et la femme ne sont pas réellement pareils. Hein, tu vois. Ouais, parce que ça voudrait dire, justement. Heureusement. Voilà, quand j'entends Najat Vallaud-Belkacem qui dit il faut qu'il y ait plus de femmes maçons et plus. Parce que en fait, c'est pas que les hommes veulent pas que les femmes soient maçons, finalement, c'est qu'il y a des prédispositions, je veux dire, qui nous dépassent, peut-être inconscientes, à aller vers ces métiers-là, parce que, comme tu dis, je sais pas, voilà, effectivement, on trouve pas beaucoup de femmes chez les pompiers. Mais c'est peut-être parce que c'est ce que tu on peut trouver, il ne faut pas interdire. Non, j'ai pas dit qu'il y en a quelques-unes, mais en proportion, il y en a très peu quand même. Ça reste très minoritaire. Ça reste très minoritaire. Après, une femme qui va être pompier, qui a les prédispositions, il faut la sélectionner. Il faut sélectionner les individus sur leur qualité et pas sur leur sexe. C'est une stupidité. Normalement, on sélectionne les individus sur leur qualité. Donc, hommes, femmes, on s'en fout d'où ils viennent. Hein, on s'en fout du sexe, on s'en fout de l'origine. Pour que le meilleur individu... pour que les meilleurs aient les postes qui leur correspondent. Et ensuite, ils tirent le groupe vers le haut. Donc tout ça dans cette optique de survie du groupe. Hein. Oui, voilà, c'est survie du groupe par rapport aux autres groupes, parce que malheureusement, toute cette histoire de prédation sur Terre, on n'est pas encore arrivé avec un système d'échange. Tu vois, on n'est pas encore dans l'échange, on est encore dans la prédation. L'échange, c'est quand je donne autant que je reçois. Là, pour le moment, en général, on prend plus. Malheureusement, les gens ont tendance à prendre plus qu'ils ne donnent. Mais bon, il faut arriver à ça. Donc voilà. Ah non, parce que ça, c'est comment on appelle ça? Bon, bah, c'est la théorie du genre. C'est quand même, j'ai envie de dire, la théorie du moment, ce qu'ils essayent d'implanter chez les gosses. Avec, comme tu l'as dit, alors, réticence de la population, mais on voit bien la volonté des élites d'en faire un projet de société. C'est idiot. Alors, c'était l'histoire du féminisme. Alors, tiens, mon micro, il est accroché sur mes fesses. Et non, c'est ça. C'était le problème qu'il y avait eu en Allemagne. J'avais expliqué ça sur une... Où est-ce que j'avais expliqué ça Non, sur une de mes vidéos qui avait été prise sur ER. J'avais dit, oui, alors le féminisme allemand est un féminisme très particulier. Déjà, la femme a un rôle très très important en Allemagne. Hein, c'est la maîtresse de la maison. Il y avait beaucoup de prêtresses germaniques. Elle avait un rôle très important au niveau de la société. Des rôles. Et avec la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est l'hécatombe, les Allemands font de l'Est, tout ça. Ils sont allés mourir par milliers pour des théories débiles, on va dire. Hein, qui partait peut-être d'un bon sentiment, mais qui était complètement débile avec ce racisme abruti, quoi. Une mauvaise assimilation du darwinisme, on va dire. Hein. C'est ça. Et donc, guerre totale, les Russes qui leur tombent dessus, les Américains qui bombardent l'Allemagne, il ne reste plus de mecs. Berlin, comment ça s'appelle, Dresde, Hambourg, rasé. Hein, il ne reste plus quoi? Ben, les mecs, il ne reste plus que des enfants, des blessés, des vieux et des femmes. Tu vois? Ah oui. Puisque, donc, qui est-ce qui a rebâti l'Allemagne à la pelle et à la pioche, la pelle et la truelle? Ben, c'est les femmes. Tu vois? C'est les femmes qu'on voit, tu vois. Et des hommes, bien sûr, mais on voit les images de la reconstruction Berlin, tu vois plein de nanas avec des sacs qui bossent, tu vois, elles ont une espèce de
travailler, puis on voit toutes ces Allemandes qui bossent pour reconstruire l'Allemagne. Et après, évidemment, elles ont dit, ben, on est l'égal de l'homme, on veut les postes des hommes. Elles n'avaient pas tort. Sauf qu'au niveau esprit, elles n'ont pas cet esprit de capacité de gestion tridimensionnelle des hommes, des choses dans l'espace. Parce que l'homme va à l'extérieur, à la base, chasser. Hein, et alors surtout en Europe, où il fait froid, où la femme reste plutôt près de la maison à cause du climat. Hein, un bébé que tu sors pour travailler au champ à 10 degrés, bah, il peut attraper pneumonie. Hein, c'est pas même à... Tu vois, donc pendant un certain temps, elle ne peut pas aller à la production. La femme, elle reste à la maison, à la gestion de l'intérieur. Donc elle perd ses capacités de perception tridimensionnelle, tu vois, de choses dans l'espace, hein, qui sont des perceptions typiquement masculines. Typiquement, elles les ont, mais on parle de pourcentage. Hein. C'est pour ça qu'elles n'ont pas le sens de l'orientation. C'est pour ça qu'elles ont moins le sens de l'orientation, elles ont moins le sens de la mécanique, parce que la mécanique demande à percevoir les choses en tridimension, tu vois. Et c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas forcément chez les ingénieurs. Exactement, voilà, il y a moins de femmes ingénieurs. Mesdames, c'est pas de... Alors, c'est pas que culturel. Alors, évidemment, il y a des femmes qui peuvent être des ingénieurs fabuleux. Mais, je parle globalement, on se retrouve avec la femme qui est moins bonne dans ses perceptions tridimensionnelles. Lire les cartes, comprendre les objets dans le sens. Donc, c'est des choses qui font des ingénieurs. Et donc, elles ont dit, oui, on est comme les hommes, elles ne sont pas comme les hommes réellement. Prendre une pelle et une truelle et une pioche, elles peuvent le faire, peut-être moins efficacement, mais être ingénieur, elles peuvent le faire, mais il y en aura sûrement moins qui seront performantes. Tu vois, c'est juste ça. Après, il ne faut pas dire, toi, tu es une femme, tu n'es pas bonne. Le mec, tu dis, non, toi, tu es un con, elle peut être très bonne. Maintenant, tu la prends comme un individu vierge. Si elle est bonne, on la prend. Si elle n'est pas bonne, ben, elle retourne, je ne sais pas, moi, à la cuisine ou s'occuper des enfants. Non mais tu rigoles, pour choquer les gens, c'est une blague. Il faut taper sur le cochon quand tu blagues. Ils sont sensibles, hein, tu sais, surtout là, on s'attaque aux femmes, là tu vas avoir... Ah bah c'est toi, t'assumeras sur Facebook, tu vas toutes les femmes sur le dos. Les meilleures études qui ont été faites là-dedans, mesdames, c'est une Canadienne, c'est Madame Kimura, elle est morte récemment, j'ai eu sa fille, j'ai été communiqué avec sa fille récemment, qui a fait toutes ces études de perception spatiale. Elle était géniale, elle est morte récemment, et c'est elle qui avait étudié ça, qui avait étudié avec tous ces tests qui sont repris par tout le monde, évidemment, chaque fois qu'un mec veut montrer qu'il y a une différence de perception entre l'homme et la femme, ou un abruti veut dire que la femme est inférieure à l'homme, bah, il va tout le temps prendre les tests de Madame Kimura, tu vois, qui est excellente.